C'est un des plus grands naufrages civils connus, plus meurtrier encore que celui du Titanic. Ces images amateurs sont celles du dernier départ du Joola. Ce 26 septembre 2002, le ferry quitte la Casamance, direction Dakar, la capitale du Sénégal, à 280 km plus au nord. Il est 18h30, le navire est plein à craquer. 4 heures plus tard, le ferry se retournera totalement en 5 minutes, emportant avec lui la quasi-totalité des passagers. Parmi eux, des familles, des enfants, une équipe entière de jeunes footballeurs, des étudiants qui s'apprêtaient à faire leur entrée à l'université. Des 2000 personnes à bord, il n'y a que 64 survivants. Moins d'un an plus tard, l'État sénégalais classe le dossier. À l'issue d'une enquête bâclée, le commandant du navire qui a disparu dans le naufrage est déclaré unique responsable de la tragédie. Alors que s'est-il passé sur le Joola le jour du naufrage ? 20 ans plus tard, l'analyse détaillée des rapports d'enquête français et sénégalais, les témoignages de survivants et notre modélisation 3D inédite éclairent les raisons du naufrage. Une tragédie aux multiples responsables, politiques et militaires. « 26 septembre 2002, le Joola fait escale à Carabane, direction Dakar. Le navire est surchargé. Ce n'est pas la première fois. Déjà en 1999, sur ces photos apparaissent 1700 soldats de retour d'opération. L'émission Thalassa avait pu filmer les conditions de transport de civils en 2001. C'est toute une vie qui est là, le Joola. Si vous voyez les gens, comment ils font quand le Joola est là, l'ambiance qui est là. Le bateau, le Joola, je l'avoue, ça fait partie de l'âme de l'économie du Sénégal. Long de presque 80 mètres, le Joola est un ferry construit pour transporter un maximum de 580 personnes. Le 26 septembre 2002, pourtant, selon le registre de bord, 809 billets ont été vendus. Voyagent aussi tous ceux qui ne paient pas, les enfants de moins de 5 ans, les militaires et leurs familles. En 3e classe, personne ne tient le compte précis des passagers. Résultat, ce jour-là, le Joola accueille au moins 1928 passagers, plus de 3 fois la jauge maximale. Le commandant et le chef d'exploitation, les 2 responsables du respect de la jauge, laissent faire. Le ferry est surchargé et en mauvais état. Ces documents du Bureau Veritas, une société européenne d'inspection et de certification, montrent que le bateau n'avait pas validé de visite de sécurité depuis 1991, les travaux d'entretien n'étant jamais effectués. Conséquence, en septembre 2000, le Joola subit un retrait de classe. Le Bureau Veritas ne garantit plus qu'il soit navigable. Ces problèmes sont connus au plus haut niveau de l'État sénégalais et de son armée, car le Joola a beau être un ferry civil, dans cette région déstabilisée par des groupes rebelles, c'est l'armée qui en a la responsabilité. Dans les faits pourtant, l'état-major laisse dépérir le navire. Les multiples alertes qui lui sont adressées sur la situation préoccupante du bateau ne sont suivies d'aucune décision. Le soleil s'est couché à 19h. Le Joola fait route dans la nuit. Vers 22h, la météo se dégrade. Une violente pluie tropicale s'abat sur le bateau. 3 tonnes d'eau en quelques minutes selon les experts français. Exposés au vent et à la pluie, entre 300 et 500 passagers de 3e classe se réfugient dans la coursive gauche. L'équilibre du bateau est menacé.
Cet équilibre, c'est l'un des points faibles du Diola. Toutes les images du bateau le montrent depuis au moins 1995, penché d'un côté ou de l'autre de plusieurs degrés. On appelle ça la gîte. Le gîtomètre fait une déviation à bâbord et je m'arrange à faire le maximum pour le mettre dans la lignée. Et mon travail ici, c'est de dire aux gars, mettez ici, mettez pas ici, mettez ici, ici. Tout va bien. Alhamdulillah. Selon des experts maritimes français, cette gîte n'est pas forcément inquiétante car il est possible d'équilibrer le bateau en chargeant par exemple des tonnes de marchandises dans les cales. Sauf que le 26 septembre 2002, les cales du Diola sont vides. Quand il fait escale à Carabane, les images montrent que le bateau penche d'environ 10 degrés. Quand il reprend la mer, la gîte s'inverse, le Diola bascule à gauche. Il a été mal chargé. Patrice Auvray est le seul Français à avoir survécu au naufrage. C'est-à-dire qu'il était chargé dans les hauts et que les bas soient délestés. D'une part les ballasts vides, d'autre part les citernes de fuel avec 20 000 litres plutôt que 100 000, plus les réserves d'eau potable pratiquement vides, plus les bagages qui n'étaient pas chargés dans les soutes mais sur les ponts. C'était évident qu'il était instable le bateau. À 22h30, la tempête s'intensifie. L'océan se creuse de plus de 2 mètres. Pour maintenir leur équilibre, les bateaux jouent sur les réserves de liquide qui peuvent être remplies ou vidées en fonction des besoins. Mais ce jour-là, la réserve de combustible est remplie à 20% et les citernes d'eau douce à 40% selon l'enquête technique. Les experts français supposent, eux, que les ballasts des réservoirs d'eau de mer n'étaient pas pleins. En soute, les marchandises et les véhicules ne sont pas attachés. Ils glissent progressivement du côté gauche. À ce moment-là, il n'y a plus rien pour faire contrepoids. Le bateau semble condamné. Issa Diarra, le commandant, aurait-il pu sauver le navire et ses passagers ? Aux yeux des experts français, même au plus fort de la tempête, tout n'était pas perdu. Issa Diarra aurait pu mettre le bateau à la cape, c'est-à-dire face au vent, pour qu'il subisse le moins possible les vagues. Tout ça en maîtrisant sa vitesse. Mais selon plusieurs survivants, les moteurs du bateau ont été arrêtés. Maître à bord, le commandant du Diola est-il pour autant le seul responsable ? Selon le rapport d'enquête français, le personnel du navire, y compris le commandant, n'avait pas suivi les formations jugées indispensables par les conventions internationales. Les experts pointent du doigt celui qui aurait dû s'en assurer, le chef d'état-major de la marine sénégalaise, Hussein Kambo. Non seulement il n'a pas pourvu à l'armement du Diola avec un équipage qualifié, mais en plus il a aggravé sa faiblesse, quand en mars 2001, il a supprimé le poste d'officier énergie. Toutes ces tâches se sont donc trouvées reportées directement à la charge du commandant. Mal formé, mal encadré, le personnel du Diola a accumulé les erreurs professionnelles. Des images sous-marines, réalisées le lendemain de la tragédie, montrent que malgré la grosse mer, la porte arrière du ferry a été laissée ouverte, tout comme plusieurs hublots. On aperçoit même ces manches à air, coincées dans des hublots pour faciliter l'aération. Vers 22h50, le Diola se situe à 30 km de la côte. Un coup de vent frappe le bateau. Il bascule à bâbord, à 10 degrés, puis 12. Quand les 20 degrés sont atteints, l'eau s'engouffre par les hublots. À 22 degrés, c'est le point de non-retour. Le navire se retourne brusquement. Il est 22h55. L'électricité qui sautait, alors l'eau commençait à rentrer complètement. Et déjà, à un moment donné, ceux qui ne savaient pas nager
était déjà sous l'eau, était déjà mort. Les cris par-ci, par-là, je me suis dit, Léandre, vraiment c'est ça la mort. Je savais nager, alors j'ai essayé de me rappeler du chemin que j'avais pris pour entrer dans le bateau. J'étais en apnée. À un moment, j'ai perdu espoir. J'étais comme enfermée sous l'eau. J'étais épuisée. Je me suis dit, c'est la fin. La plupart des passagers sombrent en quelques minutes. Rien n'est prévu pour les sauver. Les radeaux, en sous-nombre, restent solidement attachés au navire. Ils ont été sanglés pour éviter les vols. Et le système de largage automatique ne fonctionne plus. Dans le bateau, quelques dizaines de personnes respirent encore, grâce à des poches d'air emprisonnées sous la coque. En collant l'oreille contre la coque, on entendait très très distinctement ce qui se passait, on pouvait même entendre parler. Et ça a duré toute la nuit. Toute la nuit. Et après notre absence, ils ont dû continuer. Je ne sais pas combien ils étaient, mais je peux dire qu'il y avait des femmes, des hommes et des enfants. Des bruits sous la coque se font encore entendre à 17h, le lendemain du naufrage. Alors où sont les secours ? Les autorités affirment n'avoir eu connaissance du drame qu'à 8h du matin. Une version contestée par une vigie du port de Dakar. Et à 5h30, 5h40, la Marine nationale m'appelait pour me demander si j'en avais ces nouvelles. Nouvelles que je n'en avais pas. Et je me mettais à appeler Diola sur le canal 16. 4-5 fois, il ne répondait pas. Et je disais donc à la marine qu'il n'y avait pas de nouvelles de Diola. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, 18h après le naufrage, que les secours arrivent. Sous la coque renversée du Diola, quelques voix s'élèvent, mais les 2 plongeurs ne parviendront pas à les sauver. Au Sénégal, aucun procès n'a eu lieu. En France, la justice a été saisie par des familles de victimes et en 2008, elle a émis 9 mandats d'arrêt internationaux contre des responsables sénégalais, dont la chef de gouvernement de l'époque et 2 ministres. Mais tous ont été annulés quelques mois plus tard pour ingérence dans les affaires sénégalaises. En justice, et malgré la peine des familles, l'affaire Diola s'est arrêtée là. 26 septembre 2002, port de Ziguinchor en Casamance. À quai, le Diola, reconnaissable à sa coque aux couleurs du Sénégal. Depuis 12 ans, le bateau effectue des rotations entre Ziguinchor et Dakar, sous la houlette de la Marine nationale. Ce jour-là, il est chargé à ras-bord, après avoir subi des réparations. On est arrivé à 10h, mais à ce moment-là, on a trouvé le bateau est plein. Mais il continuait de vendre des billets en ce moment-là. Et il y avait une queue jusqu'à la porte là du port. Il y avait un monde fou, il y avait beaucoup de gens. Et d'ailleurs, à Ziguinchor, il y avait des gens qui avaient monté sans place. Ils n'avaient pas de place depuis Ziguinchor. Le plus grand défaut du Diola, c'était l'anarchie. Il y avait de l'anarchie à bord. Pour 550 places, on compte à bord pas moins de 800 passagers avec billets et des centaines d'autres sans billets. À 16h30, à l'escale de l'île de Carabane, le Diola est encore pris d'assaut. Le bateau était déjà plein depuis Ziguinchor. On arrive à Carabane, il le surcharge encore. À bord, ils sont désormais environ 2000, soit 4 fois la capacité du Diola. Après la première escale à Carabane, j'ai senti que le bateau était un peu incliné. Et j'ai même posé la question à un de mes camarades. Il me disait que le bateau, d'habitude, c'est comme ça. À 18h, le navire reprend la mer sous la pluie. Ce sont les dernières images du Diola. 5 heures plus tard, à 23h, confronté à une tempête avec des vents de force 7, le bateau chavire au large des côtes gambiennes. Un fracas épouvantable, tout dans le bateau qui tombe. Je sentais l'eau qui venait, il y avait les gens qui criaient. Et on entend une personne qui crie et subitement, son cri s'arrête et on sait que c'était l'eau qui coupait son cri. J'ai même commencé à nager dans le bateau, avec l'eau. On nageait dans le bateau même, sans savoir où aller. Le navire se remplit d'eau et dérive. Au matin, on n'en voit plus que la coque.
Seules 65 personnes ont survécu. Les autres sont restées prisonnières des eaux et du Diola. J'ai collé mon oreille contre la paroi et là j'entendais distinctement, vraiment très très distinctement. Des voix différentes, j'ai entendu voix d'hommes, voix de femmes, voix d'enfants. Ils se relayaient pour crier. Les survivants seront sauvés par des pêcheurs gambiens. Selon ces rescapés, les secours officiels n'arriveront qu'en fin d'après-midi, 18 heures après le naufrage. Officiellement, il y a 1863 morts, plus de 2000 selon les associations de victimes. Un bilan plus lourd que celui du Titanic. Il y avait des cadavres partout. Mais le bateau, il flottait et il dérivait, poussé par les courants. À ce moment-là, c'était possible de le déposer quelque part. Mais à chaque fois qu'on demandait à l'autorité centrale, soi-disant, où est-ce qu'il fallait l'amener, on n'avait pas de réponse. Le Diola finit par couler. Seuls 551 corps sont repêchés. L'épave n'a jamais été renflouée. Ce qui me traumatise actuellement, c'est à cause de ça. Je voudrais vraiment... Ce souhait-là, c'est de retrouver le corps de ma fille. On aurait souhaité que le bateau soit exhumé. Au moins, ce serait comme un monument qui est là, qui nous permet de voir le dernier endroit où ont été les gens qu'on a aimés, qui sont partis. Mais bon, rien n'a été fait jusqu'à présent. On n'a que ça pour nous souvenir. Une poignée de tombes, pour la plupart anonymes. 20 ans après le drame, le mémorial musée de Ziguinchor n'a pas encore vu le jour. Et le 26 septembre n'est toujours pas reconnu comme journée nationale du souvenir. Au fil des ans, des anniversaires, la souffrance est toujours là et l'attente de plus en plus insupportable. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'il y a violation des droits de l'homme. On ne peut pas faire le deuil aussi parce qu'on ne nous respecte pas. Et aux familles de réclamer la réouverture du dossier judiciaire. Au Sénégal, l'affaire a été classée dès 2003. Le commandant de bord, décédé lors du naufrage, est jugé seul responsable. Pour les proches des victimes, ce qui manque, c'est la volonté politique, notamment de la part de l'État sénégalais, chargé aussi bien de la gestion et de la sécurité du Diola que des secours. Ce sont des images inédites. Voici le Diola, un sarcophage d'acier rongé par la rouille. Le ferry qui a coulé avec plus de 1800 personnes à bord, bien plus que le Titanic, repose désormais sur du sable, à 20 mètres de profondeur. Ses hélices sont toujours bien visibles. Certains hublots sont encore ouverts. Plus loin dans ce chaos, des véhicules sont retournés. Mais il y a aussi ces vêtements coincés dans une poutre, comme cette chemise à carreaux. Des bracelets, des bijoux féminins, ainsi que de nombreux ossements. Cette exploration exceptionnelle a été réalisée par une équipe franco-sénégalaise. Elle a profondément marqué ce plongeur. Il y avait des gens qui tapaient dans la coque, qui étaient encore en vie. Les secours arrivent, ils n'ont pas de moyens techniques pour les sortir, donc ils les ont entendus mourir. Et je me suis retrouvé dans cette partie-là où il y a beaucoup d'ossements. Quelques centaines ont été retrouvés, des corps qui ont été amenés par les courants sur les plages. Mais on est loin d'avoir retrouvé tout le monde. Le Diola a été filmé quelques heures avant son naufrage. Le navire est bondé. Il accueille 4 fois plus de passagers qu'autorisé et tangue dangereusement. Parti de Casamance, il doit rejoindre Dakar dans la nuit. Mais vers 23 heures, pris dans une tempête, le ferry surchargé se retourne, piégeant ses occupants. Seules 64 personnes survivront. Le bateau a commencé à se pencher du côté gauche et j'ai plongé. La fille d'Alain Verschatz, elle n'a pas réussi à s'échapper du navire. Elle fait partie des 19 victimes françaises. Alors la dernière photo, c'est celle-ci, en fait. C'est comme ça qu'elle est pratiquement partie, à ses 20 ans. Ça, je les ai toujours sur moi, ouais, tout à fait. Bon, j'ai pas besoin de les regarder pour penser à ma fille. Et ça ne me quitte pas. Selon lui, le Diola, déjà vieillissant, n'aurait jamais dû prendre la mer. La maintenance n'était plus assurée par l'armée et la surcharge trop importante. La justice sénégalaise classera l'affaire au bout d'1 an
rejetant toute la responsabilité sur le commandant de bord, mort durant le naufrage. En France, malgré une longue bataille, la procédure judiciaire est désormais terminée. Aujourd'hui, on n'a rien. On n'a ni corps, on n'a ni objet personnel, on n'a rien du tout, quoi. Donc, on ne peut même pas se recueillir. Aujourd'hui, ouais, on est des oubliés, quoi. Un grand mémorial actuellement en construction sur place devrait accueillir les objets remontés par l'équipe franco-sénégalaise. La question délicate des ossements présents dans l'épave, elle, reste toujours sans réponse 20 ans après le naufrage.